J'espère que je pourrai plus les accrocher. Comme il a accroché à Toulouse, Andreas Gomes, le vainqueur de Roland-Garros, Izaga, Bergström et donc Agénor cet après-midi. Au terme d'une rencontre sans trop de problèmes, même si le Français n'a pu remporter la première manche qu'au tie-break. Mais dans la seconde, Agénor a commis beaucoup de fautes et Santoro réalisé de nombreux points gagnants, notamment en passing. Résultat 7-6, 6-3 et une première finale pour le jeune Français. Fall for France, craquer pour la France, c'est le nom de l'opération Commando, une sorte de débarquement du rock français en Angleterre qui vient de se dérouler cette semaine à Londres. 135 French musicians ont tenté cet exploit et apparemment les British n'ont pas franchement craqué, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Bruno Gex et Bruno Carrette. Derrière cette silhouette se cache l'un des hommes les plus redoutables du show business anglais. L'un des 40 chasseurs de tête sur la place de Londres. Sa mission, découvrir de nouveaux talents musicaux. 3 à 4 concerts par soir dans des clubs mythiques de la capitale, dernier bastion du rock en Grande-Bretagne. Sur scène, les Double Nelson, l'un des 16 groupes français venus relever le défi. I just think it's very dated and very unfashionable. And I don't think what they're doing really means much to what's happening musically now, really. And I don't think they have any appeal on an international level. On n'a aucun espoir commercial. Pour qu'un groupe français de rock se fasse connaître dans un pays à l'étranger, il faut d'abord qu'il fasse du concert, du live, qu'il tourne, qu'il soit découvert. Donc c'est la première étape, la première marche pour essayer de faire connaître le groupe. Une chose est sûre, les Anglais préfèrent jouer leur partition. Protectionnisme ou manque d'information, ici, le complexe de supériorité est tenace. Up to recently, it was kind of almost like a joke. It was kind of, well, you know, French music, so what? You know, they're kind of not very good. The last 12 months, you know, that there have been bands like Le Negro Spirit and Mano Negra coming through, which shows a much more positive side to the music. Un signe, Big World Café, émission métissée, l'une des plus créatives de la télé britannique, produite par un Français, mais remplacée aujourd'hui par un hit parade plus rentable. Une politique qui ne fait pas l'unanimité dans les milieux musicaux. Well, I think British people suffer from a terrible xenophobia to do with anything from outside. And music is probably one of the prime examples. It's okay if it's from America or from Britain, but anything else is, you know, they're not that interested. La route est longue pour les Français. Avant de mettre en péril la forteresse britannique, il faudra renouveler les assauts. Tentative courageuse et peut-être vaine, mais il n'y a pas encore d'urgence. Quand un mariage fonctionne, pourquoi divorcer? La rencontre entre Véronique Sanson et l'orchestre de Prague s'étant formidablement passée l'été dernier, pourquoi ne pas récidiver? C'est chose faite avec une nouvelle tournée commencée hier soir à Caen où Marie-Hélène Bono et Patrick Voix ont espionné l'ultime répétition. Elles ne parlent pas le tchèque et ils ne parlent pas français. Ils communiquent ensemble par la musique. Ils sont 70 sous la direction de Léo Swarovski pour accompagner Véronique Sanson. Une autre approche de la musique pour Véronique qui se concentre, travaille des heures et des heures. Elle chante, elle joue du piano, mais d'abord et surtout, elle écoute l'orchestre. Il n'y a rien de plus beau que d'écouter le frottement d'un archet sur des cordes de violon en direct, sans que ça passe par un micro. C'est vous qui mettez l'orchestre en valeur ou c'est l'orchestre qui vous met en valeur? C'est une osmose complète, on s'entend bien. Je crois qu'ils me mettent beaucoup en valeur et qu'ils sont contents de jouer quelque chose de différent de la musique classique qu'ils ont l'habitude de jouer. Auteur, compositeur, interprète, elle est née avec l'amour de la musique. Si je n'avais pas chanté, j'aurais tué quelqu'un, dit-elle. Sa rencontre avec l'Orchestre symphonique de Prague remonte à l'an dernier. Et l'aventure se poursuit avec une grande tournée en France. C'est le
de la prison que je t'écris, mon pauvre Pauline. Hier, je sais pas ce qui m'a pris à la visite, mais c'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le temps Saint-Lazare. Et après sa tournée, elle rêverait d'aller jouer dans les pays de l'Est. Et que j'allais comme une île, Sainte Marguerite. Voilà, je vous rappelle que Véronique et l'Orchestre Symphonique de Prague seront parmi les prestigieux invités de Frédéric Mitterrand dans Étoile Palace, sur cette antenne bien sûr, vers 21h50. Le dicton du jour, à la Saint-Bruno, j'adopte un chartreux tout ce week-end. En effet, à l'hippodrome de Vincennes, près de Paris, quelques 600 chats et chiens sont présentés à votre bon cœur pour être adoptés. À l'heure où je vous parle, Joseph Poli, dit Droupi, n'a toujours pas trouvé de foyer accueillant. À propos de grosses bêtes, je vous signale que la chasse aux monstres est ouverte du côté de Loch Ness, en Écosse, bien sûr. Une prime de 2,5 millions de francs, et c'est beaucoup pour des Écossais, est offerte à qui fournira une preuve tangible de l'existence de Nessie, le surnom affectueux donné au fameux monstre, Dorothée Oliéric. Cherche monstre du Loch Ness, récompense 2 500 000 francs. L'offre n'est valable que jusqu'à dimanche, mais elle a attiré quelques dizaines de chasseurs en mal d'émotion et de livres sterling. Sur le lac, tous les moyens sont bons pour faire sortir le monstre, du sonar le plus sophistiqué à la poudre de perlimpinpin. C'est un bookmaker londonien qui a promis cette somme. Son ambition, trouver enfin une preuve tangible de l'existence de Nessie, le surnom du célèbre monstre écossais. Parmi les clients, quelques hurluberlus, comme Lord Such Hurlant. Sa dernière trouvaille, chasser le Loch Ness avec des sandwichs anglais. Quand il vient à la surface, il suffit de l'attraper avec cette corde tressée que vous lui passez autour du cou. Et puis vous lui collez ça sur la tête pour que personne d'autre vienne le prendre. Pour l'instant, toujours pas de monstre à l'horizon, mais il reste encore 24 heures à Nessie pour pointer son nez dans les brumes écossaises. Voilà, moi j'ai trouvé une preuve tangible de l'existence de Laurent Cabrol, il est là, pas loin. Je ne sais pas combien je touche. Je voudrais rapidement vous donner les rapports gagnants du tiercé Quartet Plus de Longchamp. Il fallait jouer pour gagner le 7, le 3 et le 18. Et vous avez la joie, le bonheur et l'avantage de gagner 25 595 francs et 60 centimes, 3 510 francs et 60 centimes dans le désordre. Le Quartet Plus, vous ajoutez le 4. Oui, j'ai dit une bêtise, 831 francs, enfin, on me dit quelque chose dans le casque que je ne comprends pas, donc vous regarderez ça dans votre journal demain. Le Quartet Plus, donc le 4, dans l'ordre exact d'arrivée, 190 000 francs 215, et dans un ordre différent, 4 233 francs et 60 centimes. Excellente soirée, à demain, merci. Demain dimanche, le mauvais temps au nord de l'Europe va s'étendre. Le temps sera généralement orageux dans les pays du Sud. C'est le menu de votre météorologie européenne pour demain. L'anticyclone des Açores, fortement implanté au milieu de l'Atlantique, se replie vers le Groenland. La forte dépression centrée au large de la Norvège pourra donc distiller ses perturbations vers la Scandinavie et l'Europe du Nord. Peu d'oppositions leur seront offertes. Cette situation est provisoire. Les conditions se modifieront de nouveau lundi. Pour demain dimanche, nuages et pluie domineront l'Irlande, 13 degrés, et l'Écosse. Un régime de fortes averses affectera Amsterdam, 15 degrés, Copenhague, 13 degrés, Oslo, 9 degrés seulement. En revanche, il fera assez beau à Stockholm et Helsinki, 10 degrés. Les zones perturbées atteindront la France, le Benelux, mais aussi l'Allemagne, 15 degrés à Berlin. Temps couvert également à Varsovie, 17, et à Vienne, 20 degrés. Si vous habitez
visiter Bucarest, Ankara, Athènes et Belgrade. Ce dimanche sera très ensoleillé et chaud, de 24 à 27 degrés. En Italie, ciel légèrement nuageux, 23 degrés à Rome, atmosphère plus agitée en Tunisie où les orages pourront éclater en soirée, 28 degrés à Tunis, belle journée à Rabat, 24 degrés et temps mitigé sur la péninsule ibérique, 21 degrés à Madrid. La tendance pour le début de semaine, une agitation nuageuse et orageuse va se réinstaller en Méditerranée occidentale, léger mieux en Scandinavie, mais fraîchissement des températures sur toute l'Europe du Nord. De tout, aussi douce que belle, je croyais ça de tout, plus douce qu'un mouton. La jambe droite, ah, et oh. Oh, c'est admirable! Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur! Attendez, vous en avez peur! À moi. Votre grandeur! Avec un Jean Le Poulain extraordinaire. Notre soirée pour ce samedi, vous le savez, est consacrée à la littérature sous toutes ses formes. Cette littérature francophone qui nous a donné de formidables histoires, de grandes aventures que la télévision a mis en image avec talent et passion. C'est notre soirée. Petit écran, grand roman qui commence dans un instant. Ce soir, Marcel Julien nous présente Le Curé de Tours, adapté de Honoré de Balzac, avec 3 comédiens exceptionnels, Jean Carmé, Michel Bouquet et Suzanne Flon. L'information aura tout de même sa place au cours de cette soirée. À 23h25, Sandrine Moulard nous présente en direct et en images le dernier point de l'actualité. TV5 Info dernière. 23h35, retour à la littérature, au grand roman d'aujourd'hui. Bernard Rapp nous propose Caractère, nouvelle émission littéraire où il accueillera 4 écrivains qui marquent l'actualité du livre autour du thème « Noir, c'est noir ». 0h50, fin de soirée en musique, le quintet Boccherini nous interprète 2 œuvres de Luigi Boccherini. Troisième et avant-dernier film de notre cycle Honoré de Balzac, Le Curé de Tours, que nous vous proposons maintenant, montre que la jalousie et l'ambition ont aussi cours parmi les religieux. Honoré de Balzac ne les épargne pas. Pour servir cette histoire, 3 immenses comédiens, Suzanne Flon, Michel Bouquet et le héros incarné par Jean Carmé. Je vous laisse avec Marcel Julien. Excellente soirée, voici Petit écran, grand roman. Cette fois, Balzac dédie l'ouvrage à David, statuaire. Nous sommes en 1832, c'est-à-dire 1 an avant le coup de génie de la comédie humaine. Avec le père Goriot, vous vous en souvenez, nous sommes entrés par le vestibule de la pension Beaucaire dans l'univers social et familial de la comédie humaine. Avec Mémoire de 2 jeunes mariés, c'est la correspondance de 2 jeunes amis de pension qui nous révèle l'intimité des couples, leurs émois et leurs tourments. Le curé de Tours, lui, nous transporte en province, bien évidemment à l'ombre de la cathédrale de Tours. L'action se passe en 1826 et elle met en scène l'abbé Birotteau. Balzac se resservira du patronyme pour César Birotteau. Et l'abbé Troubert, qui tous deux sont hébergés
au cloître Saint-Gatien par mademoiselle Gama. À la différence de la pension Vauquer, chez la logeuse Tourangelle, disons que l'air sont l'iris. L'iris, la religion, la jalousie et aussi une haine cauteleuse. Là, Balzac, observant en vase clos ces personnages, se flatte d'avoir fait concurrence à l'état civil. L'abbé Birotteau, c'est un petit homme court, âgé d'environ 60 ans, de constitution apoplectique, qui a déjà subi plusieurs attaques de goutte. Il aime la bonne chair, l'abbé Birotteau. Au début du roman, et du fait même du décès du chanoine titulaire, qui est l'ami et le protecteur de Birotteau, l'abbé s'attend à être chanoine d'ici la fin du mois. Il rêve déjà des livres, de la belle bibliothèque, des beaux tableaux, du mobilier du salon rouge, si longtemps admiré alors qu'il rend les visites au chanoine titulaire. De tout cela, il va en jouir un court moment dans la béatitude. Et puis, il en sera encore plus vite dépossédé. Par quoi? Par les manœuvres conjuguées de mademoiselle Gama, vieille fille aigrie, et de l'abbé Troubert. Ah, l'abbé Troubert, ambitieux, dissimulé et disert, qui guigne depuis le début sa sinécure. L'abbé Birotteau éprouve quelques réconforts dans le salon de madame de Listomère, chez qui il se plaît à jouer au whist. L'infortuné curé de Tours connaîtra les pires avanies, les affres de la procédure et traînera une fin misérable. Balzac, en partant de cette affaire litigieuse à propos de meubles et de chanoinat, et se servant du personnage de l'abbé Troubert, montre, dit-il, des choses beaucoup plus importantes. Et il montre les rapports qui régissent au sommet la société des hommes. L'histoire, écrit-il, des innocents trois, des Pierre le Grand et de tous les meneurs de siècles ou de nations, prouverait au besoin, dans un ordre très élevé, cette immense pensée que Troubert représentait au fond du cloître Saint-Gatien. Ce sont les dernières lignes du curé de Tours. C'est Pierre Moustier qui entreprend l'adaptation du curé de Tours et Gabriel Axel qui en assure la réalisation. Pour les besoins du tournage, on transporte l'action de Tours à Blois et l'on rassemble une distribution prestigieuse. Jean Carmet et Birotteau, Michel Bouquet, l'abbé Troubert, Suzanne Plon, mademoiselle Gama et Micheline Goudet, madame de Listomère. C'est un régal absolu de gourmet. Regards obliques, bonhomie trompeuse, discours fielleux, lumière voilée, intention plus voilée encore. On ne se hait bien qu'en un cercle étroit de gens, surtout quand ils sont de même espèce. Là, ce sont des gens d'église. Dans son avant-propos de la comédie humaine, Balzac déclarait « J'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion, la monarchie. Deux nécessités que les événements contemporains proclament et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener le pays. » Pensant cela, c'est extraordinaire de voir que cela n'écarte pas pour autant le romancier de son devoir de curiosité et le laisse entièrement libre d'exercer sa lucide observation d'entomologiste de l'humain. Je vous abandonne dans les rues de Blois ou de Tours. Essayez donc de vous faire inviter par madame de Listomère à une partie de whist. Je gage que vous y rencontrerez le curé de Tours. Vous venez de voir Le curé de Tours. Cette œuvre a sans doute éveillé en vous des curiosités. Si vous le désirez, je m'efforcerai d'y répondre. Alors écrivez-moi, Marcel Julien, TV5 Europe, 174 rue de l'Université, Paris 7e. Je vous remercie d'avoir déjà été si nombreux à m'écrire. Alors la semaine prochaine, vous avez votre dernier rendez-vous avec Honoré de Balzac. Et cette fois, ce sera pour une ténébreuse affaire.
Les grands romans sont encore à l'honneur pour notre fin de soirée. Vous retrouvez dans quelques minutes Bernard Rapp pour la nouvelle émission littéraire de la chaîne française Antenne 2. Ça s'appelle Caractère. Bernard Rapp a choisi pour thème de son émission le roman noir. Noir, c'est noir. Nous achèverons notre soirée en musique avec le quintet Boccherini. Si cette soirée de samedi est désormais consacrée à la littérature et à ses adaptations télévisées, je vous rappelle que demain dimanche, ce sera le jour du cinéma. Toute la soirée de 21h30 à 1h du matin consacrée au 7e art. Un film d'abord de Marcel L'Herbier, un film aussi drôle qu'onirique entre le rêve et la réalité dans une histoire d'amour pleine de légèreté. Ce sera La Nuit Fantastique. Christian Defaille accueillera à 21h30 en exclusivité sur TV5 Europe celle qui est l'héroïne de ce film, qui est aussi une des plus grandes actrices françaises, Micheline Prel. Christian Defaille nous proposera juste après, à 23h15, son émission Cinérama, toute l'actualité du cinéma et ses coulisses, avec notamment un entretien avec le réalisateur américain Alan Parker. Pour l'heure, le rendez-vous, c'est l'information et Sandrine Moulard qui nous présente TV5 Info dernière. Excellente fin de soirée. Britannique d'insérer dans le système monétaire européen la livre sterling, les réactions sont mitigées au sein de l'Europe. Certains reprochent à la Grande-Bretagne de n'avoir pour seule préoccupation ses affaires intérieures. Bernard Volcker. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, la décision britannique de faire entrer la livre dans le système monétaire européen ne suscite pas l'enthousiasme général. Madame Thatcher a en effet pris sa décision avant tout pour des motifs nationaux. Combattre la récession et l'inflation qui menacent de lui faire perdre les prochaines élections. Enfourcher le cheval européen coupe également l'herbe sous les pieds de ses adversaires. On s'interroge sur ses intentions réelles. Jacques Delors a fait remarquer que seul l'avenir dira s'il ne s'agit pas d'un prétexte pour retarder l'évolution de l'Europe. Si les réticences britanniques viennent maintenant s'ajouter aux réticences allemandes, le front contre l'Union économique et monétaire sera renforcé et la France isolée. La Grande-Bretagne sera-t-elle le cheval de Troie à l'intérieur du système monétaire européen? Une première réponse à cette question sera donnée au sommet de Rome à la fin du mois. Toujours en rapport avec l'entrée des Britanniques dans le SME, François Mitterrand a proposé aujourd'hui la création d'un gouvernement économique de l'Europe. Selon le président français, sans cet organe exécutif, une monnaie commune et une banque centrale commune ne seraient que des instruments sans âme. Pour François Mitterrand, ce gouvernement est vital pour l'union économique et monétaire. Évacuation aujourd'hui de l'ambassade d'Italie au Koweït, privée d'électricité et d'eau. L'ambassade totalement encerclée par les militaires irakiens était totalement coupée de l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères italien a toutefois précisé que l'ambassade ne devait pas être considérée comme fermée, mais temporairement vacante. La crise du Golfe semble toujours dans une impasse diplomatique et les relations même entre les pays arabes sont de plus en plus difficiles. Ainsi, aujourd'hui, l'Arabie saoudite a rappelé son ambassadeur en Jordanie et une vingtaine de diplomates et fonctionnaires yéménites installés à Riyad sont entrés dans leur pays après avoir été déclarés personae non grata en Arabie saoudite. Après les violents affrontements entre forces gouvernementales et rebelles la nuit dernière à Kigali, le calme semble revenu dans la capitale. En revanche, au nord du pays, les combats continuent, combats d'une violence rare, dit-on sur place. Kigali est calme, ou presque. De temps à autre, quelques rafales de mitraillettes rappellent que l'armée rwandaise ratisse la ville, quartier par quartier, à la recherche des rebelles ou de leurs complices. La sécurité de l'aéroport et des grands axes, elle, est assurée par les contingents étrangers, 300 Français et 500 Belges. Ce sont les hommes du 3e RPIMA, directement arrivés du Tchad, qui contrôlent l'aéroport. Le 2e REP et les parachutistes belges tiennent la route qui y mène. C'est une artère vitale pour les centaines d'Occidentaux qui fuient le pays. Cet après-midi encore, près de 600 personnes ont quitté Kigali à bord de 5 vols spéciaux, dont un vol d'Air France. Des départs massifs qui contrastent étrangement avec le calme lourd qui règne dans la capitale. Kigali est une ville fantôme soumise au couvre-feu où l'on ne croise que des militaires. On y circule muni d'autorisations spéciales délivrées au compte-gouttes. Si les étrangers, français et belges notamment, quittent le pays,
c'est qu'on parle de combat dans le nord à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. C'est aussi parce qu'ils savent d'expérience que les troubles de cette semaine pourraient dégénérer en massacre interethnique. L'administration américaine totalement bloquée par la crise budgétaire qui oppose la Chambre des représentants au président Bush. Hier matin, la Chambre des représentants avait refusé les réductions budgétaires proposées par la Maison-Blanche. Aujourd'hui, c'est George Bush qui a répondu en refusant à son tour les crédits temporaires de fonctionnement de l'administration proposés par la Chambre des représentants. Bilan, plus d'1 million de fonctionnaires pourraient perdre leur poste dès mardi. Mesures de sécurité exceptionnelles autour des bases militaires en Grèce. Les ministères de l'ordre public et de la défense auraient reçu des informations selon lesquelles des menaces d'attentats pèseraient sur le pays. Les obsèques de Stefano Casiraghi, l'époux de la princesse Caroline, ont été célébrées ce matin à la cathédrale de Monaco. Tout Monaco était en deuil aujourd'hui. Largué cet après-midi par la navette Discovery, Ulysse est parti rejoindre le Soleil cet après-midi. Ulysse est cette sonde européenne dont la mission est destinée à étudier notre étoile. Explication Anne-Marie Blanchet. Au grand soulagement des astronomes, Discovery place en ce moment même la sonde Ulysse en orbite. Direction le Soleil. Non pas en ligne directe, aucun moteur de sonde n'est suffisamment puissant pour pareille performance. Alors faute de mieux, la sonde prendra de l'élan en utilisant la force d'attraction de Jupiter. En vrai bolide, la sonde traversera l'espace à 126 km par seconde, une vitesse record, puis ralentira naturellement sa course. Malgré cela, il lui faudra 4 ans pour atteindre notre étoile. Grande première, Ulysse ne survolera pas le Soleil à l'équateur, mais voyagera autour des pôles, des régions totalement inconnues à ce jour, car invisibles depuis la Terre. Seules les mathématiques nous en donnent un aperçu. Or, au pôle, le Soleil tourne moins vite sur lui-même qu'à l'équateur, et le champ magnétique n'y est pas du tout le même. L'étude de ces variations, leur ampleur, devrait nous renseigner sur les étranges phénomènes internes au Soleil, comme ces gigantesques mouvements de rouleaux qui agitent l'astre. Pourquoi le Soleil bouillonne-t-il? Éructe-t-il ses langues de feu pour s'assagir selon des cycles réguliers de 11 ans? Les astronomes comptent sur Ulysse pour le découvrir. Quant aux caprices du vent solaire qui sème ses particules à travers tout le système solaire, son analyse permettra peut-être d'expliquer en quoi il influence notre climat. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV5 Europe demain à 16h05. Bonne soirée. Bonsoir, effectivement, le roman noir ce soir au sommaire de Caractère, dont c'est la 3e édition. Alors pourquoi direz-vous le roman noir? Eh bien tout simplement parce que cette rentrée littéraire nous a gâtés dans le genre angoisse et compagnie. Dans un instant donc, Caractère avec 6 univers noirs vus par leurs 6 créateurs. Alors voilà, je vous présente tout de suite mes invités, ces créateurs d'univers noir. D'abord, Jacqueline Harpman, vous êtes belge, Madame Harpman, vous êtes psychanalyste, vous publiez La fille démantelée chez Stock. C'est un roman extraordinairement violent, il n'y a pas d'autre mot, sur la haine qui lie une femme à sa mère. Vous êtes en lice pour le Fémina. Vous avez déjà obtenu le prix Rossel en 59 pour Brève Arcadie. Le Rossel, pour mémoire, c'est l'équivalent du Goncourt en Belgique, c'est bien cela? Oui. C'est utile d'avoir une psy sur le plateau, je peux vous dire ce soir, hein, parce qu'avec tous ces romans. Bayon, journaliste à Libération, vous êtes chroniqueur de rock, vous publiez Les Animals chez Grasset. Alors je rassure tout de suite les puristes qui sont très nombreux à écrire. En général, vous n'ignorez pas la grammaire. Alors tout de suite, on évacue le problème du titre, Les Animals. Pourquoi ?